Alright les boys, ça me fait plaisir d'être chez vous pour une fois. On est au bureau de Le Chiffre à Montréal. Puis on va parler un petit peu plus de votre histoire, de votre firme, de vos services. Mais avant de commencer, vous êtes qui, vous deux? Un petit Too Long Didn't Read pour Jean-Gab. Ouais, donc Jean-Gab, je suis comptable, comme mon père. Yes. Cofondateur du Chiffre qui a maintenant une dizaine d'années. Ancien CFO de GSoft Workleap. Puis partner avec Tom. Ouais. Moi, c'est Thomas. Je suis son vieil ami. On s'est connus au secondaire. OK. Fait que comme il dit, lui a été dans le secteur tech. Moi, j'ai été plus au niveau corporatif. On s'est rejoints à un moment donné pour dire hey, quel projet, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Puis le chiffre est né de ça. Là. OK, super. En quelle année? 2013. Fait que toi, t'es sorti de GSoft, qui est maintenant Workleap, à peu près dans ce temps-là? Non, je fais OK. les deux en parallèle. Et dans le fond, je suis rentré chez GSoft en 2010. Je commençais mon bac. J'ai fait toutes mes études en travaillant chez GSoft. Puis quand j'ai fini mes études, j'étais comme, OK, ben, il me faut un deuxième projet pour rouler le parallèle, puis dans le fond, continuer à me pousser plus loin. Puis c'est là que j'ai fait quand même, j'ai du temps d'extra, je veux me lancer en business. Puis Tom, ça a toujours été mon partner in crime pour la business. Super. D'ailleurs, si le monde veut en apprendre plus sur Workleap et puis sur Tom, Jean-Gab bientôt. Yes. Il y a des épisodes de podcast, là, si vous googlez ou vous cherchez... Shameless plug. Ça se passe Workleap, puis ça se passe Thomas Louis, La Fleur. Ouais. Fait que les boys, le chiffre, mettons que vous aviez à me le faire en genre vraiment un two-liners ou en 30 secondes, ça ressemble à quoi? Ben, dans le fond, le chiffre, on est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ce qu'on veut faire, c'est changer sa destinée, un peu comme Jean-Gab a accompli chez GSoft. Je pense qu'il y a eu un impact réel sur le succès de cette entreprise-là. Notre but, c'est d'avoir ça à scale avec beaucoup d'entreprises SaaS. Fait que, OK, got it. Puis vos lignes d'affaires ou les services vraiment que vous offrez avec le chiffre, ça? Fait que, tout d'abord, on organise la fonction finance. OK. Fait que le choix des outils, bâtir les processus. Après ça, on les opère. Fait que de la tenue de livre jusqu'au contrôle, jusqu'à la paye, jusqu'à la conformité avec le gouvernement, on s'en occupe. Super. Puis notre plus gros volet, c'est vraiment tout le conseil qu'on peut donner. La planification financière, l'aide avec les subventions, le financement. Fait que vraiment comme tout ce qui est attendu d'un directeur financier, d'un CFO fractionnel. OK, parce que je vais faire une parenthèse avec moi parce que c'est mon modus operandi. Mais j'ai eu des gens qui nous ont aidés en comptabilité dans différents projets d'affaires, tout ça. Puis le conseil en qu'est-ce qui se passe avec ton SaaS, voici comment je fais la lecture du terrain de jeu, ça faisait pas partie de la game, right? Je vous en parlais un peu offline, mais comme j'étais obligé d'expliquer c'était quoi un abonnement récurrent pour contextualiser une dépense sur mon état des résultats ou peu importe. Fait que qu'est-ce qui fait que vous décidez quand même de jouer sur ce terrain-là de conseil? ben, la première chose, c'est que ce qui nous permet de le faire, c'est qu'on est très niché. Fait qu'on travaille avec surtout des entreprises tech. Fait que ça fait qu'on a une compréhension de l'univers. On vient de là aussi. Puis, à chaque fois qu'on voit un événement, ben, techniquement, on est capable de le reproduire dans l'ensemble de notre clientèle. Puis, tout le monde se parle ici. Fait que, donc, cette compréhension-là de ce qu'est une entreprise technologique, ben, c'est une compréhension commune. Puis aussi, il y a vraiment une orientation de la business, une orientation du chiffre, de dire, nous, on veut être des conseillers parce que c'est ça qui a le plus d'impact. Oui, on parlait d'opérationnaliser, oui, on transforme les systèmes, c'est super important parce que c'est ce qui nous permet d'offrir du conseil. Si on n'a pas la base, impossible de s'élever. Mais à la fin de la journée, l'aide à la décision, puis le genre d'impact qu'on veut avoir, c'est ça. Puis c'est pas traditionnel pour un bureau comptable. Exact. J'allais dire, ça me semble ne pas être statique. Comme input, c'est aussi dynamique, genre actif. Bien, c'est sûr. Parce que, tu sais, l'entrepreneur tech, on a fini par le comprendre, le connaître après 10 ans. Puis c'est quelqu'un qui a pas nécessairement... tu sais, qui a tous les chapeaux, mais pas nécessairement toutes les skills pour porter ces chapeaux-là. C'est vrai. Ce qui veut dire que, tu sais, dès qu'il y a un signe de dollar, dès que ça touche les finances, ben, on aime ça lever la main puis dire, regarde, on va t'aider, on va prendre le lead là-dessus, on va t'expliquer c'est quoi les implications que cela a dans ta business, puis un peu les options qui pourraient s'offrir à toi, puis qu'est-ce que nous, on prendrait comme option autour de ça. Puis on va aussi le prendre en charge. Il y a une notion aussi de charge mentale, mais de temps. Il y a tellement de choses à accomplir. Nous autres, on le prend, on le fait, puis on le fait world class. Notre but, vraiment, c'est que des entreprises du Québec soient capables de vendre dans le monde entier puis de compétitionner avec des entreprises du monde entier. Fait qu'il faut que leur fonction finance soit de ce gabarit-là.
Puis là, on est dans vos bureaux à Montréal. Moi, je les ai vus, j'ai une idée de l'ampleur de la chose, tout ça, mais mettons qu'on mitraille un petit portrait métrique là, en termes de chiffres, pun intended. C'est quoi les chiffres, le côté ton client, côté équipe? On a peut-être 300 quelques clients, une très grosse partie qui est en tech, une cinquantaine de professionnels qui font partie de l'équipe, puis ça répartit à travers plusieurs expertises, plusieurs forces. Fait que la transformation numérique, jusqu'à, comme on a parlé tantôt, de tout ce qui est le côté comptable, tout le côté conseil avec soit conseillers ou CFO fractionnels, du monde en subvention, du monde en paye puis du monde en fiscalité. Ça fait quand même un genre de boutique, one-stop shop pour que l'entrepreneur en tech n'ait pas besoin de se poser de questions puis qu'on le desserve pendant quand même un long moment dans son life cycle. Puis le genre de client qu'on va servir, on n'aime pas ça parler de nos clients actifs, mais par exemple, on a accompagné AD qui ont vendu, qui ont eu un exit avec Outsuit, Expertus IBM, Metrio avec Nasdaq, Compulsion Games avec Microsoft. Fait que dans le fond, notre but vraiment, c'est d'amener, on parlait de destinée tout à l'heure, là, c'est d'amener les entreprises à destination. Parfois, c'est des exits, mais parfois, c'est des années et des années de collaboration avec le chiffre. Là. Exact. Puis si je peux surenchérir là-dessus, on n'a pas juste une seule track. Il y a quand même plusieurs chemins possibles, que ce soit le chemin du VC-backed et ainsi de suite, ou du bootstrap, qui moi, vient un peu toucher mon expérience, où pendant super longtemps, GSoft a été bootstrap. Toi, juste par curiosité personnelle, mais t'es rentré quand le service était encore existant ou ça venait de... C'était que ça. C'était que ça quand t'es rentré, c'est bon. On parle de... J'étais le 20e employé, give or take, vraiment le premier embauche dans tout ce qui était le fonction administrative comptable. Puis en étant un jeune irrévérencieux puis ambitieux, ben j'ai juste pris responsabilité après responsabilité après responsabilité. Puis on va avoir la chance d'en parler dans le pod en grand détail. Mais je suis rentré en 2010, puis le reborn de ShareGate s'est fait en 2011. Ce qui veut dire que 100% des revenus, quand je suis rentré, étaient en service. Puis c'est après ça... Tu as vu la transition? Ben, j'ai vu la transition, mais ça a été bâti en parallèle. Fait que j'ai dû m'élever à dire, OK, ben on va gérer la portion service professionnel, la portion technologique, puis aussi de dire, OK, on met des choses en place pour faire évoluer le modèle d'affaires, pour vraiment prendre des bets, littéralement, sur ces plateformes-là. Même chose avec Office Vibe. Puis je pourrais te parler de plusieurs projets qui sont dans le Deadpool. Là. Gardons ça pour notre pod ensemble. Mais là, moi, je vois le background de Jean-Gab, puis je me dis, je comprends Weiss qui est tombé en amour avec la tech. Qu'est-ce qui l'a amené dans cette destination-là avec le chiffre? Toi, Tom? Bien, on finit un peu toujours où est-ce qu'on est par accident. Dans le fond, on faisait... nous autres, on voulait servir des entreprises de manière tech. Ouais. Puis avec notre ADN, qui était très technologique, bien, les personnes qui voulaient nous écouter... c'était des entreprises en tech. Fait que, on se disait, hey, toute notre stack techno est très cloud-based, notre façon de travailler est très intégrée. Puis toutes les entreprises technologiques, pour eux, ça faisait bien du sens. Puis on travaille presque exclusivement avec des entrepreneurs de première génération, du monde qui ont des attentes très particulières envers les personnes qui leur donnent du service professionnel. Ils veulent utiliser leur tooling, ils veulent que les personnes soient réactives, qu'ils comprennent leur environnement. Puis notre offre de service, c'est transformé ou c'est comme ça qu'on l'a bâti. Là. Dans le fond, on est intégré dans les environnements de nos clients. Là. OK. Puis là, mettons qu'on peaufine un petit peu le portrait. On catch un peu, vous venez de où, les boys, comment ça coalesce dans le chiffre. Mais j'ai quasiment le goût de demander pourquoi s'attaquer ou approcher un marché qui a certaines dynamiques de risque inhérentes. Je m'explique. Les startup tech ou les compagnies innovantes, c'est fucking cool sur papier. Mais dans la réalité du marché, c'est tough. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de pression, il y en a plein qui peuvent mourir. Mais on entend beaucoup parler des coups de circuit, right? Ouais. Fait que pourquoi... J'ai envie de vous entendre là-dessus. Hein? Derrière chaque problème se cache une opportunité. Fait que le risque que tu parles, tant qu'à moi, c'est comme une chance pour nous d'avoir un plus gros impact. Si on est dans une business qui est bien établie puis que le petit train va loin et ainsi de suite, l'impact qu'on peut avoir est beaucoup plus limité que dans un
une tentative de home run ou en tout cas dans un venture qui est beaucoup plus risqué. Fait que pour moi, l'attrait autour de cette opportunité-là, je pense, nous appelle grandement. Puis je pense qu'on peut jouer aussi ce rôle-là. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, puis on apprend des échecs, de nos échecs et des échecs de nos clients. Ce qui veut dire que c'est un écosystème qui est vivant. Puis un entrepreneur a plus qu'une vie. Fait que oui, une entreprise peut mourir, peut avoir sa réalité peut changer, mais la plupart des entrepreneurs, une fois qu'ils ont la piqûre de la technologie, restent dans la technologie puis on peut travailler avec eux autres longtemps. Fait que nous autres, on ne considère pas que c'est très risqué, en tout cas dans notre position. Parce qu'on travaille avec l'écosystème et pas juste avec une entreprise. Évidemment. C'est ça, fait qu'il y a une relation qui est avec la personne, pas juste la coquille corporative qu'elle crée. Exact. Il va en avoir d'autres de ça. Exact. Puis, vous l'avez chiffré à 7, hein? On s'en parlait tantôt. Oui, mais c'est ça. Une compagnie a une vie. Oui, une entreprise a une vie, puis un entrepreneur en a 7. C'est pas toujours en tech qu'il va se lancer, mais d'habitude, quand tu touches la tech, ton prochain projet, ça va être something with tech. Fait que... Puis là, ça ressemble à quoi le genre de compagnies qui sont un bon fit avec le chiffre? Clairement que les SaaS, vous en avez plein. Là. On en a name drop un petit peu au début, ceux qui ont fait des exits, mais quel genre de business? C'est des entreprises innovantes qui ont un peu le vent dans les voiles et qui cherchent à avoir un accompagnement qui est quand même all-in. Nous, on aime ça être le plus présent possible dans nos clients. Fait qu'on veut jouer un rôle actif, on veut jouer un rôle large, puis on veut s'entourer de gens avec qui nous ressemblent, que c'est le fun de travailler avec, puis qui ont envie de travailler avec nous. Là. OK. Puis en termes de portrait de croissance ou de période de croissance, y a-tu un sweet spot où ça peut quand même être large? Fait que dans un contexte de financement, c'est souvent seed à série A ou idéation à série A où est-ce qu'on va être très présent. Mais on a beaucoup d'entreprises qui sont bootstrap aussi. Fait que tous les modes d'entreprise, ça fonctionne. Puis c'est souvent la première question qu'on va poser à un entrepreneur dans notre rencontre. C'est quoi tes objectifs à toi? Puis c'est pas une réponse qui est évidente. T'sais, des fois, ils vont dire mon objectif, c'est de doubler le chiffre d'affaires de mon entreprise. Je dis, ouais, mais pourquoi toi tu fais ça? Puis là, c'est là qu'on comprend l'essence de ce qu'ils veulent accomplir. Puis c'est comme ça qu'on s'inscrit dans leur... Quand je rencontre des entrepreneurs, je parle souvent de substance économique. Pour qu'on ait notre pleine valeur, il faut qu'il y ait de la transaction, il faut qu'il y ait des deals potentiels, il faut qu'il y ait du financement qui s'en vient, il faut qu'il y ait des risques à venir éteindre. Il faut que la marmite soit un peu bouillonnante, si tu veux, pour nous lancer là-dedans. C'est ça qu'on est à la recherche, puis ça peut se décliner de multiples façons. C'est là qu'on a le plus d'impact, oui. Got it. Puis travailler avec vous puis votre équipe concrètement, clairement, il y a on en a parlé un petit peu, mais il y a un effet de réseau dans la mesure où les gens qui excellent ici voient, on l'a dit, il y a des centaines probablement de compagnies technologiques dont il y en a plein que c'est des SaaS, right? Fait qu'ils ont un œil qui est aiguisé sur des métriques SaaS, les finances d'un SaaS. Puis c'est complètement différent d'une compagnie brick and mortar classique, peu importe. Fait que ça, dans ma tête, je le perçois comme un avantage. Mais dans la nature de la collaboration, c'est-tu des... Je rentre un peu dans les weeds parce que je veux comme gérer les attentes d'un fondateur qui écoute ça puis qui est comme « Yo, si je me mets à travailler avec le chiffre, genre, qu'est-ce que ça implique? C'est-tu beaucoup de temps? Je suis en train de leur parler? Je suis à Montréal tout le temps, tu sais? Parlez-moi un peu de ce côté-là. Bien, tu vois, à la base, la façon qu'on fonctionne, c'est que tu as ta tour de contrôle qui est ton conseiller. Cette personne-là comprend ton contexte, va vivre avec toi ta croissance ou peu importe les enjeux que tu vas avoir. Fait que cette personne-là est responsable vraiment de ton succès. Puis elle a d'autres clients SaaS, elle envoie d'autres, elle a accès à du mentorat, puis elle a accès à tout notre environnement. Puis après ça, on va, tout autour de ça, on a une fourmilière qui va s'assurer que les choses arrivent. Tant que ça soit ta tenue de livre, ta paye, que ça soit ta conformité, que ça soit tes subventions. Fait que donc, c'est ça, tu as un interlocuteur qui comprend ta réalité. Qui est toujours le même. Qui est toujours le même. Puis autour de ça, on va venir greffer. Ce qu'une entreprise technologique a besoin,
dans son cycle de vie dans lequel nous autres, on est le plus utile. Là. Parce que c'était un truc qu'on parlait tantôt, mais on a une approche produit où on sait déjà les étapes qu'on va devoir franchir. On essaie de l'automatiser le plus possible, d'utiliser des outils qui vont être intégrés aussi pour que ça soit le plus easy to use puis que ça soit le plus, mettons, direct pour l'entrepreneur. Puis j'imagine, pour rebondir sur une analogie que tu as faite que j'aime, en fait, les deux, vous faites des bonnes analogies, là. Congrats pour ça. Mais, blague à part, tu as parlé de la marmite qui bouille. Puis j'imagine que la fréquence de communication, de check-ins avec vos outils ou avec votre interlocuteur, votre tour de contrôle, est dépendante du bouillonnement de la marmite. C'est-à-dire que si t'es en train genre de raiser puis que t'exites dans 48 heures et demie, j'exagère, là, ça va sûrement que genre ma team de finance, je veux être genre là tu sais. Ouais, alors que si je suis lifestyle, slow burn, peut-être que je check-in moins souvent, je sais pas. Oui, mais en même temps, tu sais, on n'aime pas ça arriver au moment où est-ce que la marmite va exploser. Exact, mais ça fait longtemps qu'on est là. Puis la technologie puis la façon qu'on opère nous permet de faire ça parce qu'on est dans les affaires de nos clients, tu sais, à long terme, puis on a aussi accès à ça. Puis ça, c'est quelque chose que notre façon de faire, puis la technologie nous a permis dans les dernières années, qui n'est pas très traditionnelle. Donc, normalement, l'interaction avec un comptable, c'est ponctuel. Tu te dis, OK, bien là, on se parle pour les états financiers. Là, on se parle pour un dossier en particulier. C'est ce que j'ai vécu, moi, mettons. Exact. Par le passé. Exact. Mais nous, vu qu'on est tellement inscrits dans les affaires de nos clients, ça nous permet non seulement de le voir avant le dernier 48 heures que ça s'en vient, parce que la température monte, puis on est capable aussi d'avoir un contexte, de comprendre, puis de faire ce build-up-là. Fait que on veut pas juste avoir une discussion au moment où est-ce que ça va très mal ou ça va très bien. C'est une discussion qui est continue parce qu'on est inscrit dans tes affaires. Puis je suis curieux de savoir si vous êtes game de soit name drop des outils que vous utilisez, parce qu'on parle souvent de technologie puis de productisation un petit peu des services que vous faites. Genre. How, genre? Comment, concrètement, genre? À la base, on est le premier bureau cloud au Québec. Ce qui veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, bureau cloud? Initialement, ce qui nous a mis sur la map, là, c'est qu'on arrivait et on disait on va utiliser QuickBooks, on va utiliser Xero, on va utiliser Dext, on va utiliser toutes sortes d'outils qui te permettent d'automatiser ta comptabilité. Puis c'est ça que le monde faisait comme wow, il n'y a personne qui m'a jamais offert ça. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je pense que tout le marché s'est un peu rattrapé. Les gens vont surtout utiliser ce tech stack-là qui était pour nous qui était assez différent au départ. Tech stack comptable. Exact. C'est fou pour moi, juste comme rapper ma tête, c'est ça. Il existe du MarTech. Exact. C'est la même chose avec ça. 100%. Mais là, on essaie de... Imagine comme l'écosystème d'application, un peu comme un noyau avec des électrons. Je pense que là, le marché s'est rattrapé vraiment avec le noyau, puis peut-être la première couche d'électrons. Nous, on essaie d'aller encore plus loin pour que l'intégration, les ramifications aient encore plus loin. Fait que ce soit au niveau du reporting, au niveau des projections financières, on veut que la donnée circule puis soit le moins mâchée, si tu veux, manuellement ou qu'il y ait de la double entrée, et ainsi de suite, que ça soit comme tout un long fleuve. Et pas des snapshots. Exactement. Parce que ça c'est live. comme... Ça soit live. Tu prends comment tes décisions, tu sais, c'est juste... Puis en retard, un snapshot d'un moment déjà fini. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr et certain qu'on est dans les early adopters au niveau de GPT. On en a fait un in-house aussi, on rentre dans notre Slack à nous puis qu'on commence à essayer de bâtir. Fait que, ça ne s'arrête pas là. Ouais, je comprends. On est plus dans l'évolution de tout ça puis d'essayer d'être toujours sur le forefront des affaires. Puis ça fait partie de notre ADN. On n'est pas une entreprise technologique, mais on est une entreprise de services tech-enabled. Puis pour nous, c'est important de toujours rester le plus pertinent à ce niveau-là. Okay. Fait qu'il y a du tinkering qui se fait à l'interne, pas mal, pour se dire... C'était vraiment aussi une orientation de dire, c'est pas normal que ça soit l'entrepreneur qui arrive avec ses outils puis qui dise au comptable, « Hey, utilisez-vous ça? J'aimerais bien ça que vous puissiez aller dans mon Google Drive. » Puis quasiment être gêné de le demander. C'est comme si j'arrivais avec ma barre au gym. Exact. Puis c'est correct de déjà avoir mis des choses en place, puis on veut s'inscrire là-dedans, puis on n'est pas obligé de tout changer. Ouais. Surtout aujourd'hui, où est-ce que les clients sont plus... où est-ce que le marché s'est un peu rattrapé. Ouais. Mais on veut s'assurer que ce soit le comptable qui conseille à ce niveau-là. Fait que quand on disait que dans notre offre de service, on avait organisé au départ, là, on a une équipe de 6 qui fait de la transformation numérique chez nous. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des business pour que justement ce flot de données-là, puis cette information-là financière-là arrive. Okay. Fait que c'est ce qui nous permet, enfin,
à la fin d'arriver au conseil. Si on n'a pas organisé puis on n'a pas opéré les finances, qui est comme le bread and butter de ce qu'on a fait pendant des années, le conseil, lui, est difficile à faire. Exact. Fait que là, on a travaillé beaucoup sur les structures dans les premières années de notre existence. On est rendu à un point où est-ce que c'est surtout dans le conseil qu'on se sépare. Puis c'est surtout là-dedans qu'on a vraiment un impact sur les business. Là. Pour être présent sur le long terme, sur différentes étapes de croissance d'un de vos clients SaaS, par exemple, Ouais. pour vous, c'est important, puis c'est ce qui vous permet de venir voir les coûts, de prévoir des choses, de conseiller à l'avance, pour pas être trop réactif. Tu sais, vous m'avez parlé de ça tantôt. Ouais. Mais pour être à ce point-là présent dans les opérations et la stratégie d'un SaaS, il faut que les founders et les execs vous fassent confiance, right? C'est genre... Puis comment vous le buildez, ce lien de confiance-là, à part faire des entrevues avec moi, mettons? Tu sais, il y a de nombreux moments dans ton année où ce que tu vas avoir besoin de ton comptable. Ouais. Fait que ce soit au niveau de la conformité, que ce soit au niveau transactionnel, que ce soit au niveau d'un conseil très pinpointé sur une subvention, ce qu'on essaie de faire, c'est que chacun des mandats, chacune des responsabilités qu'on développe avec quelqu'un soit un peu le tremplin pour la prochaine. C'est pour ça que, tu sais, j'aime dire que si tu es une entreprise tech au Québec puis tu fais pas affaire avec le chiffre, tu passes à côté de quelque chose. Je ramène ça en disant, il y a sûrement à un endroit dans le flywheel complet qu'on peut venir faire un impact, puis ça va mettre la table pour le prochain. Puis c'est aussi une disposition de notre pratique de dire, bien, si on veut de la job puis on veut avoir un impact, il faut qu'on aille la chercher. Puis il faut qu'on en parle. Tu sais, si on n'attend pas que l'entreprise vienne nous voir et dire, avez-vous pas entendu parler de cette subvention-là? C'est l'inverse. C'est vraiment de dire, hey, t'as-tu entendu parler de ça? On va la chercher pour toi. Fait que quand Jean-Gab a eu du succès avec GSoft, maintenant Workly, parce qu'il prenait des responsabilités. Tu sais, c'est que tu dis, regarde, moi je la prends, tu vas aller chercher, puis dis, moi je l'amène quelque part. Tu sais, tu t'as jamais parlé de tes métriques, t'as pas besoin de me demander de parler des métriques pour qu'on t'en parle. C'est de dire, OK, bien, on a remarqué ça, voici qu'est-ce qu'on peut accomplir avec ça, puis voici ce qu'on a fait avec d'autres clients, veux-tu qu'on fasse ça? Fait que de constamment être proactif dans notre gestion de ce qui peut être fait, bien, c'est ce qui nous permet d'avoir un maximum d'impact. Fait qu'il y a pas juste... C'est ça, c'est d'arrêter d'être à la remorque, vraiment. Là. Puis, tu sais, on parlait tantôt, juste pour le fun, de ce qui nous différenciait d'une firme plus traditionnelle ou d'un gros cabinet. Bien, ça, c'est le premier. On est bâti d'une manière à dire, on commence avec une chose, puis d'une approche un peu étapiste. Par étape, on va essayer d'élargir, mais on a toujours ce mindset-là de dire, hey, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qui devrait être fait, puis comment on finit par aller chercher, puis de se rendre là. Puis, mettons, si je faisais du pouce là-dessus, bien, c'est sûr et certain qu'on opère notre business un peu comme une entreprise tech. Très dématérialisée, très horizontale, quand même, what you see is what you get. Puis on essaie d'amener la même approche dans notre relation avec nos clients. Je te dirais que ça, c'est un état sur une culture que tu as pu voir, j'imagine, chez GSoft, dans les startups tech autour de toi. Puis clairement, on rentre ici, je me sens pas dans un bureau de comptable parce que j'ai une notion préconçue d'un bureau de comptable. Hein, fair, right? Non, mais c'est pas tant préconçu parce que si tu savais la quantité de gens qui nous appellent, puis que je prends un discovery call avec eux autres, puis qu'ils me disent, Jean-Gab, j'ai pas de nouvelles. Jean-Gab, faut tout le temps moi qui relance les choses. Hey, j'aimerais ça savoir si je fais de l'argent ou non, je le sais pas. Ou hey, c'est moi qui ai trouvé les erreurs là-dessus. Fait que... Arrête, t'es en train de me faire un PTSD de voilà. Mais tu sais, si toi, ça te fait réagir comme ça, imagine les autres entrepreneurs. Puis tu sais, c'est destructeur de valeur, ça. Parce que pendant que tu perds du temps ou du sommeil autour de ces enjeux-là qu'on pourrait régler, tu n'es pas en train de vendre ta solution ou de créer le prochain partnership qui va amener ton SaaS ailleurs. Nous autres, c'est ce qu'on veut faire. Regarde, prends des risques à l'attaque. Moi, je vais venir gauler derrière, puis il n'y a pas un pas qui va passer. C'est un peu le... Vous jouez au hockey, hein, encore. C'est lui le goaler. C'est pour ça qu'il fait l'analogie de goal. Les boys... Vous êtes quand même vocal dans la communauté, right? T'sais, Tom aussi, entre autres, tu t'exprimes, tu contribues à la communauté de la manière que tu... Pourquoi tu le fais? C'est ça ma question. Une petite question qui va nous... Ben,
écoute, on est content d'être passé à ton pod puis de faire cette entrevue-là parce que parfois, on se dit que si c'était pas avec Ça se passe, il aurait fallu à un moment donné qu'on parle de finances pour les entreprises. Pour éduquer. On aurait fait un pod qui ça se rappelait Appelle ta mère, mais M-A-R, ou Arrive en ville. Ouais. C'est comme ça se passe, ça, c'est très bon. Je peux pas, tu sais. Appelle ta mère, arrive en ville, puis ça se passe. Exact. Fait que, mais pour nous, c'est important parce que la façon que tu deals avec des finances d'une entreprise tech, mais aussi des entreprises qui sont en croissance, là, parce qu'encore là, on parle d'entreprises de première génération. Tu n'as pas 30-40 ans d'historique. Des assises. Des assises. Puis quand tu vas chercher du financement, les gens ne comprennent même pas ce que tu fais. T'sais. Fait qu'il y a tout ça qui, pour nous, ici, on n'est pas vocal, puis on n'éduque pas, puis on ne travaille pas avec l'écosystème, on a comme l'impression que, il y a beaucoup de savoir qui se perd, puis aussi qu'on ne valorise pas notre expertise qu'on a bâtie à travers tant d'années. Puis notre but, c'est de créer aussi des effets de réseau qui sont importants. Non seulement parce que nos clients, on peut les aider parce qu'on en a vu d'autres, mais aussi parce qu'on sait qu'est-ce qui a marché pour eux, on sait, parle à cette personne-là. Donc, il y a des effets de réseau au niveau de notre talent, qui en voit plusieurs. Il y a des effets de réseau au niveau de nos entrepreneurs qu'on peut mettre ensemble puis qu'on peut dire, OK, ça, c'est des situations qui sont... ça, c'est malade. Exact. Ça, au niveau du tech stack aussi. Si 90% de nos clients build avec Stripe, on le connaît Stripe. Tu n'as pas besoin de nous l'expliquer. Puis non seulement ça, mais on peut te dire des choses qui fait que tu sais même pas. Fait que c'est ça l'effet de travailler dans une niche. On refuse 90% des entreprises qui viennent nous voir parce qu'ils sont pas dans nos créneaux. Ouais. Right? Fait que, mais c'est fait avec classe parce que je me rappelle avoir DM, Jean-Gab dit « Hey, j'ai un pote avec tel genre d'entreprise en construction, il tripe sur vous autres. » avec tout pote. Jean-Gab m'a dit « Non, on fait pas ça parce qu'on décide de faire ça. » Exact. Right? Fait que c'est assumé. Exact. Puis écoute, moi, clairement que je suis un fan. Je serais pas assis ici sinon. Puis le fait que vous ayez décidé de supporter ce qu'on fait avec Ça se passe, puis de vous impliquer, pour moi, c'est un gage, je sais pas, un gage de love, un gage d'honneur que je veux show up, tu sais, puis le mériter. Fait qu'on va continuer cette année. Puis ce que je trouve malade de ces communications publiques-là, c'est avec le partnership qu'on a fait ensemble, le chiffre, Ça se passe, on va avoir d'autres canaux puis d'autres formats pour continuer de faire cette éducation-là. Right? Fait qu'on va faire un case study écrit plus en profondeur. Il va y avoir un autre épisode de podcast que Jean-Gab puis moi on va faire. D'ailleurs, dépendamment de quand les gens écoutent ça, peut-être c'est déjà sorti, right? Sur le pricing puis le futur des SaaS. Avec notre événement chez Le Chiffre aussi en janvier. Ensuite, on va créer des toutes petites capsules de contenu sur différents sujets. On va faire une couple de check-ins là-dessus. Puis, il y a les retraites de fondateurs auxquelles il va y avoir possibilité pour Le Chiffre de contribuer. Fait que je suis quand même assez excité, man, de ce qui s'en vient. Puis c'est ça, je veux juste vous dire merci, les boys. Puis mais merci à toi. On continue de construire. Merci. All right. C'est beau. Bon premier take.